Les États-Unis ne sont plus une superpuissance dans le Golfe Persique. Désolé de vous l'apprendre, mais vous avez en gros abandonné un grand nombre de vos bases. Votre présence militaire n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était auparavant. Rien que sur cette base-là, les États-Unis se trouvent dans une position incroyablement faible dans la région. Alors même si tout ce processus d'affaiblissement est en cours, et même si les États-Unis affichent de beaux chiffres et des statistiques impressionnantes sur le nombre de personnes qu'ils ont tuées, les bateaux qu'ils ont détruits, les infrastructures qu'ils ont endommagées en Iran, où en sera-t-on dans un an? Est-ce que l'Iran va vraiment agiter le drapeau blanc? À Noël, ou après les élections de mi-mandat, est-ce que les États-Unis seront dans une position plus forte ou plus faible? Je ne peux que regarder les faits, Daniel. Et ce qu'on voit, c'est que les États-Unis deviennent de plus en plus faibles dans la région. Et cette tendance va continuer. Ce sont des changements tectoniques irréversibles dans la géopolitique et dans la projection de puissance dans la région. Et rien ne va les inverser. Le coût de la projection de puissance en Asie de l'Ouest a augmenté au moment même où les États-Unis sont de plus en plus endettés et incapables de gérer ça. En plus de toutes les autres aventures et opérations de pillage à travers l'Amérique latine, que cette administration ou celle de Trump ou peu importe, prévoit de mener ensuite. Donc oui, tout va très bien. C'est une super vidéo de moments forts, vraiment impressionnante. J'adore les images, les caméras embarquées des F-35, tout ça. Mais est-ce que ça va vraiment vous mettre dans une meilleure position dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans? Vous serez encore en train d'essayer de jouer à ce jeu dans 3 ans. Daniel, l'option la plus économique, c'est un accord négocié et que les États-Unis se retirent de tout ça, qu'ils arrêtent de s'enfoncer dans ce portefeuille tactique absurde qu'ils poursuivent. C'est la seule position économiquement viable pour les États-Unis. Sinon, il n'y aura que plus de pertes, plus de coûts, et la région sera de plus en plus encouragée à devenir anti-américaine et anti-israélienne. C'est exactement ce qui va se passer. Et je veux aller dans cette direction. Je suis content que vous en parliez, parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir que j'ai trouvé particulièrement choquant. En fait, vers 11h30, j'ai fait une courte émission après avoir découvert quelque chose qui, selon moi, est directement lié à ce dont vous parlez, à cette question qui nuit à notre réputation. Quand on dit des choses manifestement fausses, alors que tout le monde peut voir de ses propres yeux que ce n'est pas vrai, rien que ça affaiblit la confiance dans tout le reste de ce qu'on dit. Mais quand les gens voient en plus des publications comme celle de CENTCOM sur leur compte officiel X, hier, je pense que ça aggrave encore la situation. D'abord, c'était vers 16h30, je crois, en fin d'après-midi. Nous avons annoncé que les États-Unis avaient neutralisé un navire non conforme dans le golfe arabo-persique. Et nous avons précisé que le Belmont, battant pavillon de Cracovie, un navire commercial en transit dans les eaux internationales vers l'île de Karg, avait ignoré plusieurs avertissements alors qu'il tentait, selon nous, de violer le blocus américain. Un avion américain a alors neutralisé le navire en tirant un missile Hellfire dans sa cheminée. Mais quand on regarde la carte de la région, l'île de Karg et le golfe arabo-persique ne se trouvent même pas dans la zone de notre blocus. Donc, personne n'essayait de franchir le blocus. Ce navire naviguait simplement dans les eaux internationales en direction de son propre port. Et pour une raison que j'ignore, on a décidé de s'en prendre à ce navire commercial qui n'était pas un blocus. 5 heures plus tard, ce même commandement central publie un message disant que les forces américaines ont frappé des centres de commandement iraniens, des sites de défense aérienne, des capacités de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance côtière.
afin de réduire encore la capacité de l'Iran à menacer les équipages civils et les navires commerciaux qui traversent le détroit. Donc d'un côté, on se vante ouvertement d'avoir attaqué un navire civil qui ne cherchait pas à briser le blocus. Il faisait simplement route dans ses propres eaux, pas dans la zone de blocus. Et on l'a frappé. Et puis, quelques heures plus tard, on explique qu'on a frappé l'Iran parce qu'il menaçait des navires civils, exactement comme ce que nous venions de faire. Sauf que dans leur cas, les navires traversaient le couloir sud, dans les eaux omanaises, en brisant leur blocus. Alors comment tout ça est perçu quand on a des déclarations aussi radicalement opposées, aussi spectaculaires, à quelques heures d'intervalle? Eh bien, le monde, disons-le clairement, les Iraniens ne vont pas prendre les États-Unis au sérieux sur la base de ce qu'ils disent, et ils n'ont pas de raison de le faire. D'ailleurs, ils l'ont déjà déclaré officiellement et publiquement. Mais vous savez, pour le reste du monde, pour les pays respectueux du droit, les nations qui suivent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou le droit international, tout le monde va regarder ça et se dire « En réalité, non, les États-Unis représentent un vrai risque. Ils attaquent des navires commerciaux. Les États-Unis n'ont pas le droit de gérer le trafic dans le détroit d'Ormuz, ni d'imposer un blocus dans les mers voisines. Ils n'en ont tout simplement pas le droit. Et d'un point de vue juridique, oui, d'un point de vue strictement juridique, entre l'Iran et Oman, il n'y a de toute façon aucun espace d'eaux internationales entre leurs eaux territoriales respectives. Donc, l'Iran ayant été attaqué par les États-Unis et par Israël, est tout à fait dans son droit, selon le droit international, de gérer ce détroit comme il l'entend, puisqu'il est en guerre, d'accord? Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran. L'Iran a donc été attaqué par Israël et par les États-Unis, et il va administrer le détroit comme il le souhaite. Et c'est son droit de le faire. On ne peut pas attaquer un pays, déclencher une guerre, puis se plaindre ensuite des conséquences et des retombées de ses propres actions. Pourtant, c'est exactement ce que les États-Unis essayent de faire. C'est complètement absurde. Et beaucoup de pays regardent Washington en ce moment en se disant « Vous avez vraiment perdu le fil sur ce sujet ». Et vous savez, je vois le vice-président chez Joe Rogan, et franchement, c'est triste de voir que sa principale préoccupation, c'est clairement de faire campagne pour 2028, au lieu de vraiment s'occuper du fond du problème. Parce que ce qu'on attend, c'est que les responsables s'impliquent vraiment sur les vraies questions. Mais le président, lui, ne s'y engage pas. Le président est complètement à côté de la plaque. Il dit des choses absurdes, insensées, sur Truth Social, comme cette idée d'une taxe mondiale de 20% sur toute activité commerciale passant par le Golfe Persique. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Où est J.D. Vance? Au lieu d'apporter un peu de légèreté à la situation, il invente des histoires sur ce qui se passe, comme le protocole d'accord et les négociations. Alors d'où vient le leadership là-dedans? On a perdu le vice-président, on a perdu le président. Qu'est-ce que... Allez-y. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un autre responsable du gouvernement, à la Maison-Blanche, Stephen Miller, veut mettre sa propre touche là-dessus. Et si l'objectif des États-Unis était vraiment de trouver un accord négocié, de chercher un moyen de mettre fin au conflit, d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour que le flux de pétrole reprenne et soutienne l'économie mondiale, et donc l'économie américaine. Si c'était vraiment notre but, alors on tiendrait un discours dans ce sens. On chercherait à apaiser les tensions, à dire « discutons-en, parlons-en ». Reprenons le dialogue sur le paragraphe 5. Qu'est-ce qu'il signifie exactement? Est-ce qu'on a des remarques? C'est ce qu'on ferait si c'était vraiment notre intérêt. Voici ce que Stephen Miller dit être notre intérêt. Il y a, dans le pays et au sein du gouvernement, des éléments qui sont désespérés de conclure un accord avec les États-Unis.
Nous avions signé un accord que les Iraniens ont violé. Ils ont attaqué des navires commerciaux dans le détroit. Et le président Trump a été très clair. On ne défie pas les États-Unis. On ne viole pas un accord avec les États-Unis. On ne manque pas à sa parole envers le président Trump ou envers l'Amérique. Et si vous attaquez des navires en violation de cet accord, vous en paierez le prix. Un prix infernal. D'accord. Donc on a clairement attaqué des navires civils. On vient juste de le rappeler. D'après le protocole d'accord, on devait lever les sanctions énergétiques contre l'Iran. On l'a fait pendant un temps, puis on les a rétablies, et ensuite on en a ajouté de nouvelles. On était censé débloquer des fonds gelés. On ne l'a pas fait. On devait créer un compte pour un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. On ne l'a pas fait non plus. Mais à part ça, on a tout fait. Enfin, en réalité, on n'a rien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu en as oublié une, Daniel. T'as pas entendu la dernière. Ils ont dit non, il n'y aura pas de taxe de 20% parce que les Arabes du Golfe vont investir 2 ou 3 000 milliards, qui sait, dans l'économie américaine. Oui, j'ai entendu ça. Tu t'en souviens, il y a 18 mois, pendant le voyage au Qatar, quand les femmes faisaient tournoyer leurs cheveux, Donald Trump avait déclaré victoire en disant que tous ces investissements directs allaient relancer l'économie américaine, la plus dynamique de la planète. Elle tourne à plein régime, c'est vrai, Daniel, mais du côté de l'inflation. Enfin, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est leur position de repli. C'est juste une de plus. Ils en sont maintenant à recycler encore et encore les mêmes excuses et les mêmes arguments. Alors, que les pays arabes viennent nous sauver avec leurs investissements, ça n'arrivera pas, je peux vous le dire tout de suite. Ils ne vont pas injecter leur argent dans l'économie américaine. Ils vont le placer dans les marchés émergents, là où ils obtiennent un vrai retour sur investissement. Mais ce ne sera pas aux États-Unis. Les grands experts américains de l'investissement le disent eux-mêmes. N'investissez pas dans l'économie américaine en ce moment. Ils recommandent d'investir dans les marchés émergents. Donc oui, une chose est sûre, les Saoudiens et les États du Golfe savent très bien où placer leur argent. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas aux États-Unis. Certainement pas dans ces proportions ici. Mais il y a autre chose que Miller a dit, et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant. On ne semble pas du tout intéressé par des négociations, ni par quoi que ce soit d'autre. Miller, dans l'extrait qu'on vient de montrer, disait en gros qu'on cherche une reddition. Je sais qu'on avait signé un protocole d'accord avant, mais en fait, on ne veut plus faire ça maintenant. On veut juste que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire, même si nous, on ne fait rien de ce qu'on vous demande. Peu importe ça, on veut juste que vous obéissiez. Et s'il n'y a pas d'obéissance, il a continué en disant ceci. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par les bombardements, par le blocus, par l'asphyxie économique ou par la pression internationale exercée sur eux, par l'un ou par tous ces moyens, d'une façon ou d'une autre, ce pays, ce régime, finira par être contraint de changer de comportement. Ça va arriver sans, et le président Trump doit avoir la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. D'accord. Encore une fois, je peux poser la question. Pourquoi avons-nous signé le protocole d'accord au départ? Pourquoi avons-nous fait le cessez-le-feu en avril avant? Si c'est comme ça, alors on aurait dû aller jusqu'au bout. Maintenant, je ne sais pas si on est déjà passé par cet accord pour en arriver là où on en est. Reprenons les choses, réorganisons-nous, rechargeons, et ensuite on y retourne. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais il n'y a absolument aucune diplomatie dans sa voix. C'est juste, soit vous faites ce qu'on dit, soit on vous détruit. Mais je dois te demander, Patrick, est-ce qu'on peut vraiment réussir comme ça?
Je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à croire que ça puisse arriver parce que, d'abord, quelles sont les qualifications de Stephen Miller pour parler de questions aussi sensibles de politique étrangère? Je veux dire, il n'a même pas de diplôme en droit et il a dirigé America First Legal, ce qui est déjà assez révélateur. Bref, aujourd'hui, il est quasiment chef de cabinet ou adjoint au chef de cabinet à la Maison-Blanche et il ne sait pas de quoi il parle. Ce qu'il fait en réalité, c'est présenter une sorte de caricature façon Disney, un Aladdin version Walt Disney, de l'Iran, de ses dirigeants, de sa société, de son gouvernement, totalement déconnecté de la réalité. Et il dit tout ça à la télévision nationale. Évidemment, la base de Trump et les téléspectateurs moyens de Fox News vont avaler ça sans hésiter. Au fait, je trouve qu'il ressemble plus à Jafar qu'à Aladdin. Mais bon, vas-y, continue. Aladdin, Jafar, oui. Ou ce genre de personnage, tu vois. Le Matt Muller, le génie, ou peu importe. Oui. Mais bon, Miller, lui, il est vraiment à part. Il faut lui reconnaître ça. Il est dans sa propre catégorie. Mais regarde, toute cette rhétorique, tout ce discours, ça sonne un peu désespéré. Il y a beaucoup de désespoir là-dedans. J.D. Vance, quand il a fait l'interview avec Rogan, je sais que tu en as déjà beaucoup parlé, mais j'ai trouvé un truc intéressant là-dedans. Ce qui m'a marqué, c'est que ce type, le vice-président, rappelons-le, se voit déjà comme l'héritier désigné de la Maison-Blanche, à 41 ans aujourd'hui, mais pour 2028. Il a dit que l'Iran était divisé entre les fous et les durs, et qu'il y avait cette espèce de bataille imaginaire à l'intérieur du pays, entre les religieux extrémistes qui croient au retour du 12e imam et les pragmatiques. Alors, les durs et les pragmatiques, il y a une sorte d'affrontement majeur entre eux. C'est cette image qu'on donne de l'Iran. D'ailleurs, tout le monde au sein du gouvernement, dans chaque poste de négociation, est un musulman chiite pratiquant. Donc il n'y a pas la moindre différence entre toutes ces factions qu'on présente comme rivales en Iran. C'est la première chose. Mais le fait que J.D. Vance essaye de dépeindre les Perses, il dit toujours les Perses, c'est encore une fois cette caricature façon Aladdin, à la Disney, de l'Iran. Le pays s'appelle la République islamique d'Iran, pas la Perse. Bref, ça montre bien où ils en sont. Ils sont vraiment désespérés. Et ils essayent de lancer toutes sortes de distractions. Ils changent sans arrêt de direction. Ils partent dans tous les sens. Vance part dans tous les sens. Trump aussi, il part dans tous les sens. Vance couvre aussi Trump, parce qu'il ne peut pas se permettre de paraître déloyal. Il ne veut pas être cloué au pilori publiquement avant le moment opportun, celui où il finira par lâcher Trump. Et ce moment-là, ce sera sans doute vers 2027, quand ils regarderont les sondages et comprendront que Vance, s'il ne saute pas du train MAGA, il coulera avec l'héritage de Trump. Donc à ce moment-là, il devra le lâcher. Écoute, c'est la politique, rien de surprenant. Ça arrivera, c'est sûr. Mais on fait face à une vraie crise, Daniel. Une crise réelle, profonde, sur le plan de la politique étrangère, de la géopolitique et de l'économie américaine. C'est en vérité une crise existentielle, une menace potentielle pour les États-Unis, si on réfléchit à l'instabilité que crée la trajectoire actuelle de la politique menée. Tu vois, il n'y a vraiment personne capable de dépasser tout ça et de montrer un vrai leadership, un vrai caractère dans la configuration actuelle de l'administration Trump. C'est vraiment compliqué. On cherche quelqu'un qui puisse, tu sais, entre Rubio, Vance, Trump, Miller, c'est une cause perdue. Ce qu'on voit, c'est un vrai cirque. Ils sont partis du mauvais pied dès le début et il n'y a jamais eu de mea culpa. À la place, ils se couvrent tous les uns les autres. Et ils se lancent dans des discours sur le fait que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, et ainsi de suite. Ce sera sans doute le nouveau slogan de la semaine prochaine, ou peu importe. Franchement, ça n'inspire pas confiance. Et quand tu regardes les déclarations des Iraniens, des Russes, même les États arabes du Golfe paraissent plus sensés, plus posés, plus pragmatiques que Washington en ce moment.
C'est pas bon signe. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Vous avez vu Keith Kellogg? Vous avez vu l'amiral Cooper? Vous venez de voir Stephen Miller? Tous en train de taper du poing sur la table en disant qu'on va gagner, que les autres vont devoir se soumettre ou qu'ils tomberont et qu'on prendra le dessus d'une manière ou d'une autre, y compris par la force militaire. Mais nous, on a interviewé Suleiman Ahmed, qui vient du Royaume-Uni et qui était aussi sur le terrain pendant une grande partie de cette cérémonie funéraire. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me demande si vous avez observé quelque chose de similaire au cours de vos déplacements pendant cette même période. Il expliquait que beaucoup de personnes qu'il avait rencontrées, à chaque étape où il avait pu passer, disaient que même s'ils perdaient jusqu'à la moitié de leur population, ils ne se soumettraient jamais à une situation comme celle que vous décriviez tout à l'heure. Ou, plus tard, on reviendrait pour leur faire à nouveau la guerre. Ils disent « Non, on veut continuer ici quoi qu'il arrive et on supportera tout ce qu'il faudra, même si ça veut dire que des millions de personnes meurent, peut-être, tant qu'à la fin, on obtient enfin un peu de paix, parce qu'on aura vaincu nos adversaires. » Alors ma question pour vous, c'est la suivante. Quand Miller, Kellogg, J.D. Vance et à la fin Trump lui-même disent en gros qu'ils vont utiliser notre grande armée pour forcer le camp ukrainien, le camp iranien, à faire ce qu'ils veulent, est-ce que les gens laisseront vraiment leur gouvernement conclure un accord de ce genre? Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas qu'ils feront la moindre concession aux États-Unis. Ils l'ont dit publiquement, très clairement. Ça n'arrivera pas. Ils subissent des sanctions, des assassinats ciblés, des opérations secrètes, des attaques contre leur monnaie depuis 47 ans. Alors, tu crois vraiment qu'ils vont soudainement capituler après 50 ans, au moment même où ils ont l'avantage géopolitique sur les États-Unis? Franchement, Daniel, la manœuvre de judo que l'Iran a réalisée depuis le 28 février est stupéfiante, quel que soit le point de vue historique ou géopolitique. Ils ont réussi à complètement, et pourtant, militairement, ils ne sont même pas au niveau des États-Unis, ni d'Israël d'ailleurs, ni de la Turquie, ni d'aucun autre pays de la région. Alors, comment ont-ils réussi à inverser le rapport de force face à des puissances politiques et économiques qui, clairement, sont bien plus fortes? Eh bien, ils y sont parvenus, et ils l'ont fait avec énormément de prudence et une stratégie très très calculée. Vous pensez vraiment qu'après tout ça, ils vont se plier à la volonté de Stephen Miller, peu importe à quel point il s'énerve ou s'emporte quand il fait ses déclarations? La réponse, c'est non. Absolument pas. Et au-delà de ça, la disposition religieuse de l'Iran, leur foi, les pousse, et c'est quelque chose que beaucoup d'Américains ne comprennent sans doute pas, ou alors ils sont devenus tellement cyniques qu'ils ne croient plus que quelqu'un puisse avoir des principes aussi profondément ancrés. Cette foi les pousse à adopter les positions morales qu'ils défendent face aux oppresseurs et aux tyrans, tout simplement. Cela inclut la défense des Libanais, des Palestiniens, des Vénézuéliens, des Cubains ou de qui que ce soit d'autre. C'est littéralement, pratiquement, pas avec ces mots exacts, mais c'est inscrit plus ou moins dans leur constitution. C'est ça, l'élément religieux de l'Iran. Au cœur du système, toute leur économie politique repose là-dessus. Ce n'est pas une séparation entre l'Église et l'État, ajoutée après coup. Il est donc vraiment important de comprendre qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à faire d'énormes sacrifices, personnels, familiaux et nationaux. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont survécu aussi longtemps, malgré les sanctions les plus dures, les attaques économiques les plus dévastatrices et aussi les attaques militaires des États-Unis. Non seulement ils tiennent debout, Daniel, mais ils ont complètement renversé le rapport de force.
Il n'y a absolument aucune chance qu'ils lèvent le drapeau blanc. Ça n'arrivera pas. C'est une idée délirante, née chez des gens aux États-Unis qui ont totalement perdu le fil. Ils sont complètement déconnectés. Ils avalent la propagande israélienne et écoutent des gens comme Stephen Miller et tous ces autres relais israéliens présents partout dans le gouvernement et les médias américains. Résultat, ils ont une vision totalement déformée de la réalité, surtout quand il s'agit de la région, de l'Asie de l'Ouest et bien sûr de l'Iran. C'est la population la plus diabolisée, la plus déshumanisée de l'histoire de la planète en matière de propagande. Tout ce qu'on vous dit à leur sujet, c'est l'inverse de la vérité. À part peut-être les Russes. Peut-être. Écoutez, le truc c'est que on peut toujours tourner les choses dans tous les sens. On peut faire semblant autant qu'on veut. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas imprimer du pétrole. Et on ne peut pas produire du pétrole ou du gaz naturel comme par magie. Et si on ne peut pas en sortir du golfe Persique, à un moment donné, la dépense va s'effondrer et on va avoir de sérieux problèmes. Et je pense que c'est là qu'on se dirige, parce que le contexte que vous venez de décrire, on n'arrivera pas à s'en sortir. On ne pourra pas s'en tirer juste avec des mots face à quelqu'un qui est décidé à aller jusqu'au bout. Vous savez, on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. And send this to somebody you care about.